inverser la tendance à la baisse de l'investissement depuis la crise financière et économique et mettre l'Europe sur la voie d'une reprise économique solide. Nous n'avons pas encore beaucoup de détails sur le plan des premiers 100 jours du gouvernement du Premier ministre Habib Sid, mais je suis sûr que la relance de l'investissement figurera parmi les priorités de ce plan. C'est dans ce contexte qu'il est particulièrement intéressant de discuter du partenariat public-privé. Ce type de contrat entre le secteur public et le secteur privé a plusieurs avantages potentiels. D'abord, c'est un moyen de mobiliser des financements privés pour l'investissement dans l'infrastructure publique. C'est aussi un moyen de profiter de la capacité du secteur privé à développer des projets innovants. C'est un moyen de tirer avantage de l'efficacité du secteur privé, notamment de respecter les délais et les coûts lors de la construction et l'entretien des infrastructures publiques. Un projet de loi sur les PPP est sur le point d'être mis en discussion à l'Assemblée des représentants du peuple, et c'est pourquoi le thème a été débattu par les entrepreneurs tunisiens et européens membres du Conseil Tunisie, afin qu'ils s'expriment sur les opportunités, mais aussi sur les risques d'un tel instrument. Vu la technicité du sujet et les études déjà réalisées, les entrepreneurs ont été accompagnés depuis hier soir dans leurs discussions par des experts en la matière qui ont aussi apporté des expériences sur les PPP dans d'autres pays et régions. Donc, je passe la parole à Monsieur le Ministre pour quelques mots de bienvenue, s'il vous plaît. Avant les conclusions des travaux. Madame Laura Bazar, ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne, chers invités, je vois beaucoup d'amis, chers amis, mesdames, messieurs, c'est avec un grand plaisir que je choisis avec Madame l'ambassadrice cette séance plénière. Je saisis cette occasion pour remercier Madame pour l'engagement personnel en faveur de la concrétisation de la consolidation de cette initiative qui a vu le jour en janvier 2012 et qui témoigne de l'engagement mutuel de la Tunisie et de l'Union européenne à renforcer notre partenariat et le hisser à un palier supérieur plus stratégique. Je tiens également à remercier les membres de ce Conseil pour leur implication dans ce dialogue qui permettra d'explorer les opportunités d'affaires pour les entreprises des deux parties et fournir du conseil et d'expertise pour assurer la concrétisation de cette opération de partenariat. Ce Conseil représente également un cadre propice pour mettre à profit les dispositions du plan d'action de partenariat privilégié, les instruments de coopération existants au service de la coopération industrielle, du soutien aux PME et de l'intégration économique et commerciale. Cette intégration appelle en particulier un rôle plus soutenu de la part du secteur privé, facteur clé de la réussite de ce processus. Mesdames, Messieurs, conscients que pour s'inscrire sur la trajectoire de la croissance, la Tunisie devra se construire sur un nouveau modèle de développement basé sur une plus grande application d'investissement privé, sur l'exportation et sur tous les secteurs en mesure de nous valoir une réelle progression en termes de valeur ajoutée. Ceci requiert la mise en place d'un ensemble plutôt de réformes structurelles dans lesquelles le climat des affaires devrait avoir une place de choix, car c'est de lui que dépend l'investissement privé, moteur de cette relance. Si certaines actions dans ce sens sont d'ores et déjà entamées, les grands défis sont encore devant nous. La thématique que vous abordez aujourd'hui, à savoir les partenariats publics et privés, constitue l'un des chantiers des réformes sur lesquels nous avons déjà commencé à travailler en tant qu'État et sur lesquels nous devons accélérer la mise en œuvre. En effet, nous sommes bien conscients que la mobilisation des investissements locaux et internationaux serait davantage renforcée par la promotion de nouveaux modes de gouvernance des services publics, tels que les PPP, qui permettent d'améliorer la qualité et la diversité des services, en allégeant surtout non seulement le coût, mais aussi la vitesse de réalisation des projets. Comme vous le savez, la Tunisie a traditionnellement réduit le recours au PPP. Elle n'a pas une expérience extraordinaire, à une seule forme de partenariat, qui est la concession des services publics, dont le cadre a été défini par la loi générale sur les concessions promulguée en 2008, opérationnelle depuis 2010, suite à l'adoption du décret d'application de cette loi qui fixe les conditions de procédure d'octroi des concessions. La concession reste toutefois une forme parmi plusieurs des contrats PPP, d'où l'impératif de faire évoluer le cadre juridique et afférent pour développer d'autres types d'opérations de partenariat porteuses d'opportunités, d'emploi et de développement régional.
Certaines des études ayant abordé la problématique de la relation entre les PPP et la croissance économique ont montré qu'un pays qui réalise rien que 1% de ses investissements en PPP contribue à l'accroissement de son PIB par tête d'habitant d'au moins le tiers de la valeur de ses investissements annuellement. C'est ainsi que, fort de cette conviction, l'État a œuvré en 2012 à la réforme du cadre légal et réglementaire des concessions pour inclure toutes les formes de PPP. Une nouvelle loi sur les PPP a été soumise à l'Assemblée nationale constituante, tenez-vous bien, en décembre 2012. En parallèle, un décret portant création de l'instance nationale des PPP sous la tutelle de la présidente du gouvernement a été préparé, ainsi qu'un décret d'application de la loi subventionnée. Donc tout est prêt. Et cette loi, on l'a mise en place. Ah, il y a au moins un député qui est arrivé, hein, que je reconnais. Trois. Ah. Donc, il y a plus. Voilà. Alors j'étais avec eux, donc je n'ai pas commencé à les pointer du doigt, il y a à peine un mois. donc parmi les 59 lois qui existaient, qui sont restées de l'époque de l'Assemblée nationale constituante pour l'Assemblée de l'ARP, l'Assemblée des représentants des peuples, 21 ont été déclarés prioritaires par le gouvernement actuel pour l'ARP, et dans ces 21, il y a cette loi, bien sûr, qui a été proposée en décembre 2012 à l'ANSSI. Ce dispositif réglementaire sera effectif dès la ratification et l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, qui est d'ailleurs parmi ces projets prioritaires. Cela dit, la mise en œuvre de cette forme partenariale, notamment pour des projets complexes et structurants, devrait évidemment être justifiée toujours. Pourquoi? Et il y aura débat à chaque fois. Pourquoi l'État ne peut pas conduire ces projets seul, comme il a toujours fait, et pourquoi il irait plutôt en partenariat public-privé. Et c'est là qu'avec des organisations comme la vôtre, on va travailler ensemble. Dans notre orientation, dans nos prémices de la préparation de la vision à 5 ans, nous considérons que le PPP peut être un vecteur d'accélération de réalisation des projets. L'un des problèmes que nous vivons actuellement, c'est vraiment la vitesse de réalisation des projets. Et il y a eu, comme vous savez, par l'instabilité qu'on a vécue dans notre pays, une politique volontariste d'investissement public après la Révolution, mais une grande souffrance de vitesse de réalisation. Pourquoi? Une politique volontariste, ça veut dire beaucoup plus de projets qu'une réelle capacité d'absorption de l'administration, que ce soit sur le plan légal, que ce soit sur le plan technique. Donc nous souffrons vraiment de l'incapacité, surtout dans les régions, d'aller au rythme qu'il faut, parce que le volume a énormément augmenté et subitement. Et l'autre souffrance, c'est les dépassements de budget. Et justement, la plupart des pays qui ont été vers une démarche PPP, les deux raisons fondamentales qui ont drivé cette décision ont été la vitesse de réalisation des projets publics et le surcoût généré dans le track record d'étudier avant de prendre la décision d'aller vers les PPP. Donc ça peut être une solution, ce n'est pas une solution miracle, parce qu'après, évidemment, dans ces partenariats, il faut aussi que le secteur privé démontre une capacité qui soit bien meilleure que le secteur public s'il le faisait seul. Donc en fait, les premiers projets, j'ai vu dans vos conclusions déjà que vous avez remis là, il va falloir choisir très très bien les premiers projets. On a plusieurs idées qu'on va vous soumettre, notamment les zones industrielles dans toutes les régions souffrent énormément de la vitesse de réalisation de la préparation des zones industrielles. Il n'y a aucune raison que le secteur public les fasse seul avec la FI, etc., etc. Ça peut être fait en partenariat avec le secteur privé pour les aménager, les louer et les donner en concession, etc. Il peut y avoir bien sûr d'autres projets d'infrastructure, quand on parle de ports, quand on parle de routes ou autres. Il peut y avoir de l'infrastructure sociale. Et pour finir sur une anecdote que j'ai vécue plutôt dans la campagne électorale que maintenant dans ma nouvelle fonction, on a eu pendant la campagne, on a identifié 2 lycées à l'Ariana où les terrains de foot étaient dans une situation vraiment horrible, catastrophique. Et donc, on a eu l'idée d'amener vous savez, maintenant on fait les terrains de foot, on les loue à 5 dinars, les gens vont jouer au foot et ça marche très bien comme affaire. Et donc on a amené l'un des opérateurs au lycée pour dire si vous aménagez, donc vous arrangez le terrain, vous mettez les projecteurs, vous faites les vestiaires, vous faites tout ce qu'il faut. Et donc en gros c'était une sorte de partenariat public-privé.
après 6 heures du soir et pendant les week-ends, l'opérateur privé peut opérer, peut en fait avoir à sa disposition ce terrain. Donc le directeur, tout le monde, le staff du lycée était d'accord. Quand on a été voir le ministère de l'Éducation pour leur faire la proposition, on a dit ça va pas, non. Et l'été, on va louer ça pour les salles des fêtes aussi, l'école. Donc les mentalités ne sont pas prêtes, vraiment, alors que là, c'est une sorte de partenariat privé. Donc il va y avoir vraiment une évolution à opérer en termes de mentalité pour qu'on se dise un actif public qui n'est pas utilisé et qui a besoin d'investissement et qui a besoin de fonds, si un privé peut venir pour aider et qui peut l'exploiter quand il n'est pas immobilisé, c'est du PPP. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour cette introduction qui est extrêmement pertinente. J'invite maintenant les rapporteurs du Conseil à présenter les conclusions des 2 groupes de travail au sein desquels ils ont travaillé pendant la matinée. D'abord, on commence par la présentation des conclusions du premier groupe de travail qui abordait le thème des PPP sous l'angle du développement régional. Et après, on va écouter les conclusions du deuxième groupe qui a traité les PPP en tant qu'instrument pour promouvoir l'innovation. Je vous propose de présenter les conclusions 5 minutes maximum par groupe, si possible. Merci Madame l'Ambassadeur, Monsieur le Ministre, chers présents, présentes. Donc je vous présente les recommandations qui ont été faites par le premier groupe suite à notre discussion ce matin. Donc nous avons travaillé sur le thème PPP et développement régional. Donc les recommandations faites sont qu'il fallait faire le plus rapidement possible l'adoption de la loi sur les PPP et également faire participer les régions à l'identification des projets. Au fait, dans le travail de groupe, plusieurs thèmes sont revenus de façon récurrente, donc c'est ce qui a montré un petit peu les objectifs à travailler. Donc on a identifié qu'il fallait la participation des régions comme facteur important. L'identification des projets était également un facteur important. La redéfinition des missions, de la mission de l'État était parmi ces facteurs. La formation, le rôle d'administration et la participation du secteur privé. Donc si je reviens à la lecture des recommandations, nous avons dit que l'adoption de la loi des PPP devrait se faire le plus tôt possible et la participation des régions dans l'identification des projets de PPP devrait être très très important. Il fallait également redéfinir la mission de l'État pour les services publics, également instaurer et mettre en confiance un nouveau, petit concept qu'on a mis en place, le CCP, qui était la confiance publique-privée, qu'il fallait mettre en place pour que ce modèle puisse fonctionner, et la participation du secteur privé en amont. Pour la définition des PPP, nous avons dit que les PPP étaient et sont une modalité de financement et de réalisation de projets à vocation et intérêt public avec un apport déterminant en innovation, créativité, efficacité et rentabilité. Les secteurs prioritaires que nous avons identifiés sont, sans exclusion d'autres secteurs, la santé, l'enseignement, le transport, les logements sociaux, les services aux citoyens, l'agriculture, l'environnement, la gestion des déchets et propreté, qui sont la clé pour le bien-être, mais aussi pour également des secteurs importants comme le tourisme. Tout ceci, bien sûr, assurant un meilleur cadre de vie dans les régions, y compris pour les investisseurs. Donc, créer également un cadre de vie en annexe pour que les investisseurs puissent s'installer dans les régions est un facteur déterminant pour pousser toute personne à se déplacer dans les régions et à y investir. La participation des régions, donc les régions doivent être à l'origine de l'identification des projets et doivent, eux, déterminer leurs priorités. Cela doit se faire avec le concours des structures régionales existantes, ainsi que des patronats dans leurs structures régionales, la société civile, et également en capitalisant aussi sur différentes initiatives pour l'entrepreneuriat qui existent déjà au sein de beaucoup d'initiatives comme Sorotania, etc. Donc
des viviers, une base de données de projets qui pourraient être initiés dans la région, qui pourraient être intéressants. Il faudra aussi prévoir des meilleurs mécanismes pour faire remonter les projets initiés et décidés, donc, et proposés, disons, dans ces structures régionales, aux décideurs pour que les voies et les priorités puissent être identifiées. Redéfinir la mission de l'État pour les services publics. Autre point important. Donc nous avons également dit que le social n'est plus le monopole de l'État. Le privé et le secteur privé a également un rôle à jouer pour les mécanismes de prestation directe pour le compte de l'État et également est en train de développer tout ce qui est responsabilité sociétale, environnementale. Donc c'est des concepts qui sont également intégrés et qui peuvent être également, pour dire que le social apparemment qui était attribué uniquement comme rôle de l'État, aujourd'hui également le rôle de l'entreprise. Le rôle de l'État doit également évoluer. Il doit évoluer d'un rôle de prestataire direct de service à un rôle de régulateur. Il faut séparer la mission d'intérêt public, qui restera toujours la propriété et la responsabilité de l'État, de la fourniture d'un service public qui peut être rendu dans le cadre d'un PPP. Donc aujourd'hui, c'est pour répondre également à la question privatisation et à la réticence de personnes qui ont probablement mal compris ce concept de PPP. Pour cela, donc, il va falloir également établir ce fameux concept de CPP qu'on a discuté ce matin, parce que donc, la confiance publique-privée, la réussite des PPP en Tunisie dépendra du développement d'une réelle confiance entre le public et le privé qui fait défaut en ce moment. Donc, avant de faire des PPP, il faut commencer par faire des CPP, donc instaurer des canaux de confiance et instaurer surtout la confiance publique-privée et notamment réinstaller l'équilibre au niveau des recours, puisqu'aujourd'hui, dans tout recours, la balance penche plutôt du côté de l'État et de l'administration que plutôt que du secteur privé, d'où un besoin simple et unique d'une application stricte de la loi pour éviter l'arbitraire. Donc, quand on fera les PPP également, donc on s'est dit qu'il faudra faire des bons choix. Donc, c'est déterminant pour donner des success stories qui vont stimuler l'engagement du secteur privé dans les PPP, renforcer la confiance et montrer l'utilité des PPP aux sceptiques. Il faudra s'inspirer de l'expérience également européenne et étrangère et faire participer des compétences externes sans avoir peur d'apprendre, car le PPP c'est un métier technique et très complexe. Ceci, bien sûr, le temps de bien former l'expertise locale qui prendra ensuite le relais. Impliquer le secteur privé dans le début, dans la formulation des projets PPP, avant de capitaliser sur sa créativité. Donc le choix des projets doit se faire en amont et la participation du privé doit se faire également en amont. Donc, ceci pour capitaliser sur la capacité du secteur privé dans sa créativité, dans sa capacité d'innovation, de gestion, d'adaptation et de maîtrise des coûts. Il faudra également assurer une taille critique des projets PPP et de là, il va falloir favoriser les projets intercommunaux et interrégionaux pour que ces projets puissent être rentables. Il y a un souci également de rentabilité de ces projets. Assurer également la formation et la sensibilisation. Les PPP est une culture et non pas une loi. Donc il va falloir initier des formations et des campagnes de sensibilisation de tous les intervenants, l'administration, les syndicats, les étudiants, la société civile, promouvoir également les études et des études universitaires et des recherches dans ce sens, des thèses de mémoire, de fin d'études. Il va falloir bien expliquer également les nuances entre les PPP, les concessions, les marchés publics, qui sont tous des outils de mise en œuvre de projets, et il faudra, après réflexion, voir quel est le mécanisme le plus adapté en fonction du projet proposé. Le secteur privé demande également de créer un espace de dialogue sur les PPP, un espace consultatif et mixte, qui est une sorte de haut conseil ou un think tank sur les PPP. Merci pour votre attention. Madame l'ambassadeur, Monsieur le ministre, j'ai plaisir à vous rapporter les recommandations du groupe 2, PPP et innovation. Le premier
marché peut être fait de gré à gré si le projet est jugé innovant. Qu'est-ce que l'innovation? Pour qu'il n'y ait pas de confusion, donc c'est urgent de définir ce que c'est que l'innovation. Il faut aussi inclure l'innovation dans le montage du projet et sa mise en œuvre par PPP. L'innovation dans les produits et services qui doivent être mis au point par PPP. L'État a besoin de définir le rôle qu'il veut jouer par rapport à l'innovation. Plusieurs structures existent. Les rationaliser et renforcer la synergie entre elles. Parmi ces structures, plusieurs doivent être réformées. Ces réformes doivent être basées sur leur évaluation, comme les pôles technologiques, les centres sectoriels, les techniques. Les contrats PPP peuvent inclure des clauses pour promouvoir l'innovation et le transfert technologique, à l'instar de des exemples qui se passent un peu dans plusieurs pays du monde. Ces clauses peuvent être aussi utiles pour surmonter certaines réticences par rapport au PPP. Pour reprendre, Monsieur le Ministre, vos mots, on aimerait bien que tout le monde pense que les PPP sont des vecteurs d'accélération et de réalisation de projets. Créer un registre national de projets innovants d'entreprises sur lesquels peuvent travailler les chercheurs. Le PPP n'est pas le seul outil n'est pas en lui seul un outil. Le code d'investissement doit aussi jouer un rôle important dans la promotion et l'innovation de la montée en gamme. Créer un centre euro-méditerranéen de recherche. Simplifier les procédures de montage de projets de recherche entre les chercheurs universitaires et les entreprises. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux deux intervenants. Peut-être je vais dire quelques mots de conclusion je vais passer d'abord la parole à la salle pour voir s'il y a des commentaires ou des questions que vous voulez poser au ministre. C'est une très belle occasion de parler avec lui quelques minutes. Je les connais presque tous. Ou un parlementaire, bien sûr. Oui, c'est ça. Prends la parole. Ou même à vous, en fait, parce que la proposition de centre de recherche euro-méditerranéen en Tunisie s'adresse plus à l'Union européenne. L'idée était de dire nous avons besoin d'un geste politique fort. Ça a été déjà proposé au commissaire Tajani quand il est passé en Tunisie. Et l'idée est qu'aujourd'hui, il existe deux centres de recherche européens, celui de ISPA et celui de Séville. Pourquoi pas un centre de recherche en Tunisie sur des thématiques d'intérêt commun du pourtour méditerranéen. Et l'idée est qu'il y ait des chercheurs européens qui viennent s'installer ici. Il y aura des chercheurs tunisiens avec eux et ça induira un lien beaucoup plus fort avec l'université tunisienne. C'est un souhait exprimé, je dirais, par un peu la communauté d'affaires tunisienne à l'attention de l'Union européenne pour un geste fort politique de soutien à cette jeune démocratie. Madame Corman va vous répondre, mais on regroupe peut-être quelques questions ou commentaires. Maintenant, c'est le tour de Simonji. Voilà. Merci. Bonjour à tout le monde. Je viens écouter attentivement ce que venait de prononcer M. Yassine, M. le ministre. Oui, c'est vrai que le PPP pourrait éventuellement contribuer à une croissance économique. Mais faut-il, avant, lorsqu'on parle des réformes, il ne suffit pas d'avoir une réforme sur le plan législatif. Donc il faut qu'il y ait, d'une part, le dispositif institutionnel, parce qu'on a les concessions, on a les décrets en ce qui concerne les marchés, mais nous savons en même temps que pratiquement 67% du budget du développement il est déboursé sous forme de marché public.
Et dans le cas actuel et le contexte actuel, malgré que ces 67% sont dépensés à travers les marchés publics, cela coûte en moins 2% de croissance. Et cela coûte en moins la non-création d'à peu près 45 000 emplois. C'est à cause de la corruption. Donc là, un phénomène qui gangrène tout ce système, que ce soit de financement ou de concession, de manière générale, et c'est là une autre forme de financement. On pourrait mettre, c'est vrai, une loi qui soit avant-gardiste, qui représente une avancée, mais finalement, elle aura des résultats pervers, dans le sens où, dans un milieu où la corruption, elle est là dans tous les niveaux, on risque d'avoir un degré plus élevé. Le cas dont vous avez parlé, lorsqu'on parle des PEP et sa contribution dans la croissance, c'est dans des pays là où il y a une transparence assez développée dans les finances publiques. C'est le cas de l'Angleterre, c'est le cas d'Allemagne. Et le PEP, il a échoué dans pas mal de pays, notamment des pays là où il y a cette maladie de corruption. Il n'est pas encore président de la commission. Non, mais c'était plus pour réagir. Si je Bon, peux. bon capitaine de développement, elle a des expériences en lui quand même. Voilà. Non, mais c'était plus pour réagir à la réflexion qui vient d'être faite par M. Mojelahi. C'est un point de vue qui est tout à fait défendable. Je pense que vous l'avez dit vous-même, et je vais reprendre vos chiffres. Vous avez dit qu'il y a 67% des transactions qui se font par le marché public. Je pense qu'il faut voir les PPP comme un instrument supplémentaire qui permet de résoudre un problème que M. le ministre a exposé, qui est le problème d'exécution et d'efficacité. Dans le sens qu'on peut très bien décider de ne pas faire de PPP, mais ça ne va pas résoudre le problème de corruption. Pour moi, c'est dommage de pénaliser la loi sur les PPP ou de se priver de cet instrument supplémentaire qui peut amener un avantage par rapport à un marché public normal, qui est une meilleure efficacité, un meilleur rendu du service public par rapport à la gouvernance, qui est un problème transversal à mon avis, qui va toucher toutes les formes finalement de marché public. Il est clair qu'il faut mener des réformes pour améliorer la gouvernance, mais c'est valable aussi bien pour les PPP que pour les projets faits sous une autre forme. Donc, pour moi, les deux, c'est un problème qui est important, mais je trouve que ça serait vraiment dommage qu'on se prive de cet instrument et qu'on pénalise une forme particulière des PPP, la forme des PPP, tout simplement parce qu'il y a des soucis de gouvernance. Le chantier de la gouvernance, je pense qu'on est tous conscients qu'il faut l'attaquer, et c'est quelque chose qu'il va falloir résoudre par différentes formes de transactions entre le privé et le public. Merci. Et on a peut-être un exemple concret en Tunisie sur la collecte des céréales. J'aimerais citer ça parce que la collecte des céréales dans le pays coûtait énormément d'argent à l'État. Depuis qu'on implique beaucoup plus le secteur privé, aujourd'hui ça permet d'équilibrer ou peut-être même de laisser un petit complément dans les caisses de l'État. Donc je pense qu'il faut se poser cette question et je suis tout à fait d'accord. Combattre la corruption, c'est nécessaire et c'est immédiat. Mais ce n'est pas nécessairement une voie contraire à lancer les PPP. Non, mais disons, en fait, il n'y a pas de. De toute façon, la corruption est un mal, je dirais que. Est un mal
ça serait bien qu'on arrive à mesurer, parce que finalement, ça s'est développé énormément, ça l'a toujours été. Il y a certains pays qui ont même mis des KPI de suivi. Et ça va être, dans le programme de la vision à 5 ans, ça va être l'un des sujets. C'est la mesure, parce que ça touche l'image du pays, même dans les classements Doing Business, etc., pour attirer les investisseurs. La corruption est un mal qui touche le pays. Donc le point qu'a évoqué Monge peut être que sensible à ça. Et que la combattre dans le cadre, bien sûr, déjà des projets, parce qu'on sera très très loin d'avoir tous les projets en PPP, dans le cadre des projets publics actuels, c'est un mal sur lequel il va falloir trouver les moyens et améliorer les moyens pour le combattre. Mais par contre, moi je pense que l'une des voies de combat de la corruption, c'est les PPP. Au contraire, c'est-à-dire qu'en fait, un privé, en général, pour ses propres sous, va se battre plus contre la corruption que peut-être une administration qui est un peu, par définition, un peu plus lourde à bouger et que va chercher dans les lois, en fait. Et d'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles les Anglais, dans les années 90, ont démarré à faire même des hôpitaux publics sous la forme privée, l'une des raisons, c'était la corruption dans certains marchés publics. En fait, ils ont considéré qu'on peut cerner un peu plus ce côté-là grâce à l'implication du secteur privé. Donc je ne pense pas que ça soit vraiment contradictoire, au contraire, ça peut aller dans le bon sens, mais n'empêche qu'effectivement, au niveau de corruption que l'on ressent ou que les gens ressentent dans leurs opérations au quotidien aujourd'hui, pas qu'avec le secteur privé, bien sûr, c'est une préoccupation nationale pour l'économie du pays, pour l'image de l'économie du pays, qui va être l'un des axes sur lequel on ne fera jamais l'éliminer en 5 ans, mais au moins améliorer l'image et l'efficacité. Quand on a mis, là on commence à travailler sur le code des investissements, et beaucoup d'opérateurs privés déjà allaient nous voir en disant cette histoire de 10% d'imposition sur les sociétés totalement exportatrices. En fait, les gens ne sont pas gênés par vraiment les 10%, parce que ça reste un taux très bas. Ils sont gênés par le fait qu'une administration de plus, à qui ils n'avaient pas affaire comme l'administration fiscale, qu'ils aient affaire à elle. Et donc ils ont peur de la pression et derrière de la... Bon, alors certains, peut-être, il peut y avoir, ce contrôle doit exister, et que s'ils sont propres, ils n'ont rien à se reprocher, mais ils ont peur d'une image qu'ils ont peut-être de toute administration qui peut les aborder, qui avec l'image, l'idée de la corruption, etc. derrière, la douane, beaucoup s'en plaignent et tout. Donc de toute façon, on a un problème d'image, certainement de réalité, de perception, sur lequel on doit travailler, mais c'est un chantier en tant que tel. La corruption, limite, c'est indépendant de ce genre d'évolution possible dans notre législation. Alors, deux idées en réponse à votre proposition, M. Segal. Tout d'abord, le projet tel que vous l'avez esquissé, il correspond dans les grandes lignes que j'ai entendues, et il correspond à ce qu'entreprend de promouvoir l'Union pour la Méditerranée, son secrétariat qui est basé à Barcelone et qui entend promouvoir des projets à dimension régionale qui améliorent l'intégration euro-méditerranéenne. Il se fait qu'un séminaire régional aura lieu la semaine prochaine à Barcelone, et j'y serai parce que nous travaillons avec nos partenaires méditerranéens, y compris la Tunisie, sur les questions de promotion des petites et moyennes entreprises. Donc c'est un séminaire qui va discuter de projets concrets pour améliorer la gouvernance des politiques en faveur des petites et moyennes entreprises. Le séminaire sera accueilli par le secrétariat de l'Union pour la Méditerranée à Barcelone. Et si vous le souhaitez, je peux parler à cette occasion de votre idée. Si vous avez un descriptif, n'hésitez pas à me l'envoyer par courrier électronique, et je me ferai la porte-parole de cette idée de projet, et je verrai avec eux s'ils peuvent faire rebondir votre idée de projet. Ce que je voulais dire aussi, c'est que certains programmes de l'Union européenne, et en particulier les programmes de recherche Horizon 2020, sont ouverts à la participation des
peut-être que dans ce cadre-là, il y aurait une possibilité, il faudra faire une étude de faisabilité, évidemment, mais les entrepreneurs savent comment procéder pour avancer sur ce plan-là, et on devrait examiner si peut-être dans ce cadre-là, il y aura une possibilité de faire avancer votre idée. Merci pour votre support et question. Moi, je voudrais un peu revenir sur cette question et je suis assez satisfait de l'argument de M. Rahmi, puisqu'il le met en premier, l'argument de cette question de la corruption, qui, à mon sens, est un argument qui est en quelque sorte générique et qui n'est pas spécifique. C'est comme l'a bien dit M. le ministre, et que, de toutes les façons, dans le public aujourd'hui, dans les entreprises publiques, il y a un problème de corruption. Donc ce n'est pas en créant cette relation, pour mettre en place ce modèle, qu'on va développer en plus, ou peut-être on va peut-être limiter et contrôler un peu plus les canaux et contrôler donc cette relation et ça ne peut être que bénéfique. Donc l'argument, à mon sens, il est positif. Donc ce n'est pas une entrave réelle au partenariat public-privé. Et je veux rappeler que, en fait, ce matin, la discussion a tourné autour de la notion de service public et de la mission de service public, qui est encore et qui le sera toujours et qui doit être la propriété de l'État et sous le contrôle de l'État. Et là, il ne va pas y avoir, si l'État est fort, et nous voulons un État fort, c'est à lui, justement, d'organiser cette question et donc, il y a une séparation entre cette mission et les personnes qui vont en fait accomplir cette mission de service public. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons besoin de réactivité, une bonne réactivité par rapport aux besoins dans les régions, et que ce partenariat est la meilleure voie aujourd'hui pour pouvoir assurer un progrès social, une amélioration du niveau de vie dans les plus courts délais avec les meilleurs canaux. Donc, mettre aujourd'hui sur la balance cette question, certains arguments tels que l'éventuelle corruption, qui, comme je le rappelle, peut être générique, et de l'autre côté, les bienfaits de l'apport, de la mise en place d'une politique de BEP par rapport aux régions, au développement régional, sachant que nous avons déjà détecté et sont exprimés des besoins aujourd'hui pressants dans les régions. Ils ne sont pas les seuls, les structures régionales en feront de détermination de ces besoins. Et je crois que cette question doit être très très vite, et la loi, je reviens sur l'urgence de la mise en place de ce cadre. Merci beaucoup. En écoutant les recommandations, je me rends compte qu'il y a vraiment toute une série de chantiers sur lesquels ce Conseil peut travailler ensemble. Je vous propose de mettre ces conclusions sur papier et les faire circuler à tous les participants. Je pense aussi que pour les membres de l'Assemblée qui vont se pencher bientôt sur cette loi sur les PPP, ce papier peut être intéressant, peut constituer un outil de travail. Avant de terminer, je souhaiterais dire un mot sur l'investissement direct étranger en Tunisie, notamment l'investissement européen. Parce que depuis le pic que nous avons eu en 2008, nous avons observé une baisse de nouveaux investissements directs européens dans votre pays. Ils ont été dramatiquement bas en 2014. Il y a certainement plusieurs raisons qui expliquent cet attentisme des investisseurs européens, mais pas seulement européens, aussi étrangers en général, et notamment aussi tunisiens. Mais nous avons maintenant le devoir de faire tout ce qui est dans notre pouvoir pour restaurer la confiance en la Tunisie et appeler les Européens à y investir. C'est pour ça que nous attachons une importance très particulière à ce Conseil
savez, l'Union européenne a proposé à la Tunisie de négocier un approfondissement de l'accord d'association qu'on appelle ALECA. Cet accord d'association, maintenant, cette année, on va célébrer le 20e anniversaire, parce qu'il a été signé en juillet 1995. Cet ALECA propose un chapitre dédié à l'investissement, ce qui permettra de donner un signal clair et positif aux investisseurs, pas seulement européens mais aussi étrangers, quant à la volonté de la Tunisie de participer pleinement dans les chaînes de valeur régionales et mondiales. Et nous espérons que ces négociations vont pouvoir s'ouvrir bientôt, une fois que le nouveau gouvernement aura dépassé cette phase de recensement des chantiers à ouvrir avec le nouveau plan. Donc, je voulais finalement dire un petit mot sur la BEI. Le représentant de la BEI est ici présent. Je me rappelle qu'en septembre 2012, quand je suis arrivée, le représentant de la BEI à l'époque m'a dit « Laura », c'était un ami que je connaissais depuis longtemps, il m'a dit « Laura, à Deauville, nous avons offert 4 000 millions d'euros en prêt à la Tunisie. Jusqu'à présent, on n'a pas réussi à utiliser un sixième de ce qui a été offert pour manque des bons projets. Donc le partenariat public-privé peut être un vecteur pour l'utilisation de tous ces milliards qui sont à la disposition de la Tunisie et pas encore utilisés. Voilà, merci beaucoup pour votre participation et à la prochaine.